Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et merci Guillaume pour la présentation et merci pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on va aborder cette question de la RSE dans les voyages d'affaires, mais de la RSE plutôt en général. Et Christian Flech a déjà un peu évoqué le sujet. Je voudrais replacer d'abord la RSE dans un contexte plus général, donc, et notamment les rapports entre le développement durable et la RSE, parce que souvent, c'est des termes qu'on connaît, mais qui sont assez proches et qui représentent des choses un petit peu différentes. Donc ça fait à peu près 30 ans qu'on entend parler de développement durable. La date importante à retenir, c'est 92, le sommet de la Terre de Rio, où on a véritablement officialisé la notion de développement durable avec les fameux 3 piliers, donc un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Dans le contexte, 20 ans plus tard, donc en 2012, il y a eu une nouvelle conférence au niveau de l'ONU qu'on a appelée Rio + 20, donc 20 ans après ce sommet de la Terre de 1992. Et le sommet s'est conclu par la mise en chantier d'un projet qui était de dire comment justement progresser sur l'ensemble des objectifs de développement durable. Et entre 2012 et 2015, donc, un groupe de travail a travaillé pour essayer de définir des objectifs qu'on a appelés alors les ODD en français ou les SDG en anglais, donc les 17 objectifs de développement durable de l'ONU qu'on s'est donné comme objectif donc de remplir entre 2015 et 2030. On est déjà quasiment à la moitié. Et ces objectifs, donc, c'est des objectifs qui touchent bien entendu à l'environnement. Et d'ailleurs, quand ces objectifs sont sortis en 2015, c'était juste 2 mois après les accords de Paris sur le climat. Donc là, on avait effectivement un grand défi qui était le défi du changement climatique. Donc c'est un des objectifs de développement durable. Et dans ces objectifs de développement durable, on retrouve aussi bien des objectifs environnementaux que sociaux ou sociétaux. Et finalement, tout le monde est invité, donc que ce soit les États, mais aussi les entreprises, à essayer de contribuer à ces objectifs de développement durable. Alors, comment est-ce qu'on peut raccrocher le développement durable et la RSE dans l'ISO 26000, dont je vous parlerai après, qui est un peu la référence, une norme sur laquelle on a travaillé pendant 6 ans pour un peu définir ce qu'était la RSE. On a défini la RSE comme la contribution des entreprises au développement durable. Donc, les entreprises ne sont pas donc les seuls acteurs du développement durable. Les États, les citoyens contribuent au développement durable, mais les entreprises doivent contribuer au développement durable selon 2 axes. Le premier axe, qui était un axe assez traditionnel, qui était de minimiser ses impacts négatifs, et minimiser les impacts négatifs de ces activités. Mais de plus en plus, et notamment avec les objectifs de développement durable de l'ONU, on attend maintenant des entreprises qu'elles aient aussi un impact positif et qu'elles contribuent à ces objectifs de développement durable. Alors RSE, ça veut dire responsabilité sociale ou sociétale et environnementale. On a choisi plutôt sociétale, parce que social, en français, ça renvoie plutôt justement aux relations sociales, aux aspects purement sociaux, alors que social en anglais est plus large et plutôt lié à la responsabilité vis-à-vis de la société et de l'environnement. Alors, on a découvert tous la RSE en 2001 avec le livre vert de l'Union européenne et qui donnait une première définition de la RSE en disant que la RSE était un concept par lequel les entreprises intégraient des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales en interaction avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. Donc dans cette définition, on a déjà beaucoup d'éléments, donc préoccupations sociales et environnementales, et puis la notion de partie prenante qui est de dire une entreprise ne peut pas être socialement responsable toute seule dans son coin, mais elle doit aussi d'abord identifier et prendre en compte les besoins et les attentes de ses parties prenantes. Alors là, dans la dernière aventure de l'Argo Winch qui est sortie donc en 2021,
donc je ne sais pas si vous connaissez Largo Winch, donc, qui est un chef d'entreprise d'une grosse multinationale. Il va visiter une de ses filiales et il découvre que dans cette filiale, en fait, on fait travailler des enfants, il y a de la pollution. Et donc là, il se met en colère et il vire le directeur de sa filiale et il dit « Vous ne connaissez pas donc, la RSE, qui est la prise en compte des enjeux écologiques et sociaux de leurs activités. » Donc on voit que la RSE est devenue quelque chose qui n'est pas resté au niveau des entreprises, mais qui est devenu quelque chose qui a été largement diffusé dans la société. Alors, un élément aussi important de la RSE, c'est qu'on n'est pas socialement responsable uniquement dans son entreprise, mais c'est toute la chaîne d'approvisionnement et plus généralement toute sa chaîne de valeur, en amont et en aval, qui doit être socialement responsable. Et on le verra, aujourd'hui, les réglementations, les lois intègrent l'ensemble de cette dimension, c'est-à-dire non seulement les activités de l'entreprise, mais aussi celles de leurs fournisseurs et de leurs clients. Et c'est pour ça que les acheteurs et les achats responsables ont un rôle maintenant tout à fait essentiel dans la mise en œuvre de la RSE. Alors, l'ISO 26000, c'est une norme sur laquelle on a travaillé 6 ans. Moi, j'ai eu la chance, donc avec 400 experts d'une centaine de pays, donc c'était le plus gros groupe de travail au niveau de l'ISO. Et moi, j'ai eu la chance donc, de présider le groupe de travail qui a défini le contenu de la RSE, c'est-à-dire les questions centrales de la RSE. Et donc, on a défini la RSE comme étant à la fois l'identification des impacts des activités des entreprises et le dialogue avec les parties prenantes. Et donc, le groupe de travail que j'ai animé a défini la RSE autour de 7 questions centrales dans lesquelles on trouve bien entendu les questions environnementales comme le changement climatique, la biodiversité, la pollution ou l'utilisation durable des ressources, mais aussi d'autres thématiques qui étaient des thématiques plus sociales comme les relations et les conditions de travail, les droits de l'homme. La loyauté des pratiques, c'est tout ce qui tourne autour de la corruption, par exemple. Les questions relatives aux consommateurs, aujourd'hui, effectivement, il y a tout un tas de choses qui sont importantes vis-à-vis des consommateurs. Il y a la sécurité et la santé des consommateurs. Il y a aussi l'utilisation des données numériques des consommateurs. Et puis, communauté et développement local, les entreprises ont des interactions avec les communautés dans lesquelles elles opèrent et de plus en plus, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans tous les projets. La façon de représenter, donc c'est une représentation des enjeux de RSE. Donc là, j'ai choisi l'exemple de Danone, mais un peu toutes les grandes entreprises utilisent donc ce qu'on appelle cette matrice de matérialité, donc avec 2 axes. Un axe qui est l'impact de ces problématiques pour l'entreprise, de ces enjeux pour l'entreprise, et l'autre axe, l'impact de ces enjeux pour les parties prenantes. Et ce qu'on a en haut à droite, c'est effectivement les sujets les plus importants en matière de RSE, à la fois pour l'entreprise et ses parties prenantes. 10 ans après la première définition de la Commission européenne, en fait, la Commission européenne a fait une nouvelle communication avec une nouvelle définition de la RSE qui rejoignait la définition de l'ISO 26000 en disant que c'était la responsabilité des entreprises pour les impacts qu'elles exercent sur la société. Et donc là, on voit bien la notion d'impact. On a un petit peu laissé de côté la notion volontaire parce qu'effectivement, aujourd'hui, le caractère volontaire de la RSE, il est beaucoup moins vrai, puisque d'une part, il y a cette pression des parties prenantes. D'autre part, il y a les enjeux de réputation, on y reviendra, et c'est effectivement, comme le disait Christian Flech, quelque chose qui est vraiment tout à fait intéressant. Et puis, puis donc, il y a eu dans ces... depuis toutes ces années, une pression, notamment une pression de la société civile, pour qu'on ne fasse pas uniquement confiance aux entreprises pour mettre en œuvre une RSE, parce que toutes les entreprises disent laissez-nous faire, nous on est des entreprises vertueuses, on va bien faire. Et les organisations de la société civile disent nous on n'a pas confiance, on préférerait que les entreprises y soient plus fortement contraintes.
Et effectivement, on a de plus en plus, donc j'ai appelé ça de la soft law à la hard law. En fait, la soft law, c'est ce qu'on pourrait appeler le droit souple, le droit doux, le droit mou, et qu'on est en train d'assister à un durcissement du droit mou, parce qu'effectivement, on a de plus en plus de contraintes vis-à-vis des entreprises. Alors, une des contraintes qui s'est vraiment traduite maintenant d'abord au niveau français puis au niveau européen, c'est une contrainte de reporting pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Et on est encore en train de retravailler sur les indicateurs pour essayer d'uniformiser les indicateurs du reporting environnementaux, sociaux, sociétaux. On a eu en 2017 une loi tout à fait particulière au niveau français qui était la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. L'idée étant de demander aux entreprises, alors dans un premier temps des grandes entreprises de plus de 5000 salariés, mais on est en train donc de négocier une directive européenne qui devrait être mise en œuvre d'ici 3 ans, et là qui s'adresserait aux entreprises de plus de 500 salariés, donc beaucoup plus d'entreprises. Et là, l'idée, c'est de demander aux entreprises d'anticiper, d'identifier les risques que leurs activités font courir à leurs parties prenantes. Et pas seulement leurs activités, et c'est là que j'en reviens à la chaîne de valeur, et ça c'est tout à fait nouveau en termes juridiques, c'est qu'on demande aussi aux entreprises d'identifier les risques que leurs fournisseurs font courir à leurs parties prenantes. Et donc là, on a une responsabilité du donneur d'ordre vis-à-vis de ses fournisseurs, de même qu'on a une responsabilité de la maison mère vis-à-vis de ses filiales, ce qui n'était pas le cas en droit précédemment. Donc on peut penser que ça ne s'adresse qu'aux grandes entreprises, mais les fournisseurs et les prestataires étant dans la chaîne d'approvisionnement de ces entreprises, les entreprises vont aussi demander à ces fournisseurs de leur fournir la preuve qu'ils respectent un certain nombre de conditions sociales et environnementales. Et puis, on a aussi, et ça intéresse les voyages d'affaires parce que la réduction des émissions est un des enjeux très importants des voyages d'affaires, les bilans de gaz à effet de serre qui maintenant se généralisent pour les entreprises. Et donc, dans la mesure où les voyages d'affaires sont une source d'émissions, même si elle est indirecte, eh bien, il faut la prendre en compte. Autre aspect important qui est l'aspect de la communication. On a des entreprises qui vont avoir développé des politiques RSE et qui ensuite vont communiquer sur ces politiques RSE. Alors ça peut être, donc il faut être très vigilant parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une chasse au greenwashing et il y a une autorité de la régulation de la publicité, l'ARP, et notamment donc avec un jury de la déontologie publicitaire qui va donc examiner le contenu de ces publicités. Et là, par exemple, on a une publicité qui est assez récente, de 2019, d'EasyJet, qui dit « Nous ne donnons pas de leçons, nous compensons nos émissions ». Et donc cette publicité a été dénoncée et le jury de déontologie publicitaire a constaté que, effectivement, la communication était partielle, puisque d'une part, la compagnie n'avait pas compensé toutes ses émissions et que, effectivement, ce message était de nature à induire en erreur le public en minimisant les conséquences environnementales du recours au service de cette compagnie. Et d'autre part, le jury constate que ces allégations sont de nature à décomplexer les consommateurs en les incitant à un recours excessif au transport aérien. Alors, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il y a plein de cas tous les ans de ce jury de la déontologie publicitaire. Alors, effectivement, la réputation, c'est un enjeu tout à fait fondamental pour les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises sont en butte à de plus en plus de controverses. Et effectivement, donc là, je me suis amusé à faire à relever toutes les controverses d'une entreprise qui est Coca-Cola. Donc, on ne peut pas imaginer entreprise plus connue au niveau et international. Et on voit que cette entreprise, alors
à juste titre ou effectivement est critiqué sur un certain nombre de domaines, et y compris récents, puisque vous voyez sur les relations de Coca-Cola en Russie, on a déjà des campagnes contre Coca-Cola, mais ça touche effectivement un peu tous les sujets de la RSE, que ce soit la responsabilité du produit qui cause des maladies, les conditions sociales avec des leaders syndicaux qui ont fait l'objet d'attaques, notamment en Colombie. La question aussi de l'eau en Inde, où Coca-Cola est accusé d'utiliser l'eau potable et de priver des villages de leur eau potable pour nettoyer les bouteilles de Coca-Cola. Alors le moins convaincant, c'est est-ce que Coca-Cola est homophobe ? En fait, c'est à un moment donné, il fallait, on pouvait mettre son prénom sur des canettes de Coca-Cola. Et en fait, si on essayait de mettre gay sur la canette, ce n'était pas possible. Donc, il y a des ONG qui ont accusé Coca-Cola d'homophobie. Alors, rapidement, donc, il y a eu aussi donc, la loi Pacte de 2019. Et dans la loi Pacte, en fait, il y a une fusée à 3 étages sur la RSE. Premier étage dans le Code civil maintenant, donc on a acté que la définition d'une société, c'était toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun de ses associés, mais qu'elle doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Maintenant, c'est gravé dans la loi. La loi Pacte donne aussi la possibilité aux sociétés d'inscrire une raison d'être dans les statuts, c'est-à-dire au-delà de simplement de faire du profit pour ses actionnaires. L'idée est qu'on peut également se donner des ambitions qui vont au-delà de son objet social. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup de grandes entreprises, mais aussi des entreprises plus petites, ont déjà défini leur raison d'être. Et la raison d'être, ce n'est pas simplement une tagline, c'est également tout un programme visant à mettre en œuvre des actions de l'entreprise. Le troisième volet de la fusée, c'est ce qu'on appelle les sociétés à mission. Donc là, on a, pour des sociétés qui ont défini une raison d'être, la poursuite de un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux. Et on a à date 505 sociétés de toutes les tailles qui ont déjà adopté ce statut de société à mission. C'est le cas par exemple du voisin, là, qui est le groupe La Poste, qui s'est doté d'un certain nombre de missions, au-delà simplement de leur mission principale qui est de distribuer du courrier. Alors, la RSE dans les voyages d'affaires, moi j'ai regardé, je ne suis pas un spécialiste des voyages d'affaires, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait dans la RSE dans les voyages d'affaires, et j'ai l'impression que dans les voyages d'affaires, la RSE, c'est encore un peu balbutiant. Et donc l'idée, ça serait peut-être de booster un petit peu la prise en compte de la RSE dans les voyages d'affaires. Et je pense qu'on parle de futur des voyages d'affaires. Je pense que la RSE est un élément futur des voyages d'affaires. Alors, quels pourraient être les inputs de la RSE dans les voyages d'affaires? Donc, premièrement, ça peut être donc les politiques voyage. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, au travers de leur politique voyage, définissent un certain nombre de règles, et y compris des règles RSE. Dans les appels d'offres, et notamment dans les contrats, on voit que de plus en plus, les acheteurs incluent des clauses RSE dans les contrats. Donc, pas de raison que pour les prestations de voyage, il n'y ait pas ce type de contrat. Et on voit aussi que chez les fournisseurs, le fait d'avoir à répondre à des clauses RSE font évoluer leurs pratiques. Et puis, donc, je ne savais pas que quelqu'un d'accord allait intervenir, mais j'ai trouvé la charte éthique et de responsabilité sociétale d'entreprise d'accord, qui est, alors je vous la conseille parce qu'elle est très complète et elle touche vraiment des sujets environnementaux, mais aussi des sujets sociaux qui sont tout à fait importants et notamment donc, dans les hôtels, et il faut vraiment prendre ça en compte. Alors,
Bien entendu, la question des réductions de CO2, c'est un élément important. Et là, donc, sur ce schéma, on voit effectivement que tous les moyens de transport n'induisent pas la même consommation de CO2. Et donc, il y a un côté vertueux à regarder ça. Mais on le trouve effectivement au travers notamment du bilan carbone. Et puis, donc, j'ai identifié très rapidement donc, quelques enjeux de RSE dans les voyages d'affaires. Donc, environnementaux, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tous les voyages, parce que quand on regarde le bilan CO2 du numérique et des vidéotransmissions, ce n'est pas nul non plus. Donc, on va peut-être en revenir. Le recyclage des déchets aussi. Au niveau social, confort, sécurité et bien-être des voyageurs. Donc effectivement, j'avais bien identifié que la sécurité était un élément tout à fait essentiel. Dans les voyages, les questions aussi de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. La question du handicap aussi, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais il y a aussi à prendre en compte le handicap dans les voyages, les conditions de travail, bien entendu, de l'ensemble de la filière, et puis donc dans les questions sociétales, le respect des communautés locales et le respect des droits de l'homme. Et donc, dans le chapitre gouvernance, puisqu'il y a RSE, on parle aussi d'ESG, notamment les investisseurs parlent plutôt d'ESG, environnemental, social et gouvernance. On a les questions effectivement de transparence, de redevabilité, donc comment rendre compte de ces impacts, et puis la question du dialogue avec les parties prenantes. Alors, pour terminer rapidement, 2 minutes. Pas 2 minutes, s'il vous plaît. Une minute. Une minute. Donc, comment on pourrait travailler au niveau de l'ensemble de la filière de fromage d'affaires, soit en travaillant sur une charte d'engagement, comme par exemple cette charte d'engagement des organisateurs d'événements sportifs, soit en travaillant avec l'ensemble d'identifier à partir des questions centrales de l'ISO 26000 les enjeux importants pour la filière, en utilisant des labels, puisqu'il y a un certain nombre de labels qui sont disponibles et qu'on peut utiliser pour définir un niveau de maturité des démarches RSE. Et puis, voilà. Donc, on est à votre disposition. Merci beaucoup, Pierre, pour cette